Bonjour Joseph. Bonjour Thor. Salut. Bonjour Alan. Aujourd'hui on voulait te parler du bras de fer sportif. Donc quand est-ce que tu as commencé le bras de fer sportif? Alors j'ai commencé le bras de fer en 2006. Le premier championnat de France que j'ai fait, ça a été en Alsace. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma femme qui est de la région d'Alsace, je suis allé en vacances et j'ai rencontré une personne qui faisait du bras de fer. Il m'a dit qu'il était champion de bras de fer. J'ai dit, moi j'aime bien faire du bras de fer parce que depuis que je suis enfant, je fais du bras de fer dans les bancs des écoles, sur le chantier, donc j'ai toujours été fort à ça. Et puis il m'a dit, on va essayer tous les deux. J'essayais avec lui. Lui, il en faisait depuis des années. Je l'ai battu assez facilement. Il m'a dit, demain, il faudrait que le meilleur entraînement chez les Lynx, il faudrait que tu viennes pour faire du bras de fer. Et puis je suis allé et je me suis fait détruire par tout le monde pendant 2 heures. Et là, j'ai dit, là, ça ne peut pas se faire comme ça. Ouais, ça ne peut pas rester comme ça. Voilà, et c'est pas possible. Je suis redescendu de chez moi dans le sud. J'ai commencé tout de suite à fabriquer des machines. Machines qui sont connues maintenant. Voilà, c'est assez connu, les machines à Joseph. Voilà, j'ai dit, il me faut quelque chose pour m'entraîner. Et voilà, c'est parti de là. Ok. Et du coup, alors, combien de temps ça t'a pris pour vraiment que tu sois, on va dire, dans le haut niveau, que vraiment tu commences à être reconnu dans le monde professionnel? J'ai commencé en 2006. Je suis rentré parmi les meilleurs, c'était 2012, 2011-2012. D'accord, entre 5 et 6 ans de pratique et tu as accédé Voilà. à dire au haut niveau. Voilà. C'est-à-dire qu'entre-temps, jusqu'à 2009-2010, je faisais des compétitions style Belgique, Rochefort et aux alentours, Ouais. en Suisse et tout ça. J'ai gagné quand même, j'étais pas mal dans ma catégorie. Mais réellement, je commençais à être vraiment dans le top 10 mondial. C'était plutôt 2012. D'accord. À partir de 2012 où j'ai vraiment été en meilleure forme. Ok. D'accord, et depuis, à partir de combien d'années tu as commencé à t'inscrire dans les compétitions internationales et à ramener des médailles, à faire des résultats? 1 an après que j'ai commencé. Directement, tu es parti en international pour Oui, te mesurer avec les meilleurs. C'est ça, parce qu'en fait on n'avait pas le choix à l'époque en France. On n'avait qu'une seule compétition, c'était le championnat de France. Oui. Et moi, bien évidemment, comme je suis toujours surexcité, c'est pas possible que je puisse faire une compétition par an. Donc, Pour rappeler un peu le chiffre que tu nous as donné tout à l'heure, tu as fait combien de compétitions, etc. alors j'ai fait 7 championnats d'Europe, 7 championnats du monde, au moins 6 Zloty Tours. J'ai fait 27 pays avec le bras de fer. Ouais. Donc Kazakhstan, le plus loin j'ai dit Russie, Brésil, les États-Unis, tous les pays qui sont tout autour de l'Europe, sans me vanter, je les ai tous gagnés dans ma catégorie. D'accord. Donc il y a entre 2012 et 2016, je faisais 12 à 13 compétitions par mois. 12 à 13 compétitions par an. Oui, C'est une c'est moyenne énorme. d'une par mois, c'est énorme. Voilà. J'ai fait, parce qu'entre-temps j'ai fait aussi Harvard, donc l'Angleterre, où je faisais des vendettas. Donc je me basculais
en Angleterre, je faisais une vendetta, je revenais, je partais en Italie pour faire une compétition. J'ai fait énormément de compétitions. Moi, je pense que en 10 ans, j'ai fait plus de 200, je dirais même 150 de compétitions. D'accord. C'est là que ça commence le match. D'accord. Ouais, on voit que tu as beaucoup d'expérience, tu es un très grand compétiteur, et donc forcément tu as dû avoir des combats acharnés et des combats vraiment des combats mémorables. Donc quels ont été les meilleurs pour toi? Si tu avais un combat que tu ressortirais de toute ta carrière? C'est très difficile parce que si je regarde le combat que j'ai fait Rod Lynette, un Anglais, malheureusement il est décédé, réellement j'ai cru que j'allais lasser ma peau parce qu'il était tellement résistant et je ne pouvais pas lâcher le match que j'ai dit mais je vais mourir sur la table. Après, le problème avec moi, que chaque combat que j'ai fait difficile, j'ai cru que je n'arriverais pas au bout. Mais c'est pour ça que j'ai dit c'est difficile de dire quel est le match le plus, pour les caméras que je dirais, le plus mémorable et le plus qui m'a donné envie, c'était contre Yanis Amolins, quand je l'ai gagné. Parce qu'en fait, je l'ai vu une fois Yanis Amolins, je l'ai rencontré en Italie, donc 2 ou 3 ans avant. J'ai tiré contre lui à gauche, mais pas à droite. Mais il était bien au-dessus de moi. Je l'ai déjà embêté. Et quand je suis parti de là, j'ai dit à mon collègue, je dis moi, Yanis, je peux le battre. Il me dit jamais tu le battrais. Et en fait, il fallait me dire ça. Ah ouais, quand on t'a dit ça, c'est parti. Voilà. Après, il y a eu l'analyse de la première défaite qu'il a eue au championnat du monde contre Sacho Andreev. Et bien, c'était clair que je gagne de toute façon, parce que j'ai vu de quelle façon il a gagné. Donc, je savais de quelle technique il faut que j'emploie contre lui. Parce qu'en fait, qu'il faut savoir, moi, personnellement, je ne regarde pas si je suis bien ou pas bien pour aller en compétition. Si j'ai envie d'aller en compétition, j'y vais à la compétition et je le prends la compétition comme un entraînement. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai eu des combats contre des gens alors que j'aurais dû gagner facilement, des gros combats, parce que j'étais déjà bien entamé entre mes entraînements et les compétitions que j'avais dans le bras. Donc voilà, mais ça c'est mon choix. Si aujourd'hui je pouvais changer ça, maintenant je vais avoir 45 ans, j'ai dit quand même que j'ai fait quand même pas mal de conneries. Parce que j'ai laissé un peu trop bourriné. Voilà, un peu trop souvent du lourd. Trop souvent du lourd, trop souvent aller en compétition alors que j'étais pas prêt. Et donc ça a laissé quand même énormément de séquelles. Hoppa! Alors, au niveau de l'entraînement, vraiment l'entraînement, donc pour avoir accédé à ton niveau, toi, donc chacun dans ce monde-là, comme partout, chacun a sa manière de voir et tout ça, quelle est la tienne?
Pour toi, quelle est la manière ou le concept d'entraînement que tu as utilisé au long de ta carrière? Alors, est-ce qu'il a évolué aussi, par exemple? Voilà. Donc, tout au début, quand j'ai débuté le bras de fer, j'ai été toujours focalisé sur le charge à soulever. De toujours soulever plus lourd, de tirer plus lourd et vraiment aller pour être fort. Ouais. Hein, la base, moi le bras de fer, c'est pour ça que je n'ai pas choisi aussi une technique qui va extérieure, parce que pour moi, c'est un petit peu plus, c'est pas plus technique, parce que l'intérieur c'est technique aussi, attention. Hein. Oui. Quand on choisit intérieur, on a vraiment envie de forcer. Et moi j'aime forcer, j'aime ça. Et fur et à mesure que j'avançais dans le bras de fer, j'ai changé mes entraînements. C'est-à-dire que j'adaptais l'entraînement par rapport à mes blessures. D'accord. Donc aujourd'hui, je m'entraîne, mais je m'entraîne plus avec la tête qu'avec le corps. Je soulève encore lourd parce que je ne peux pas m'empêcher. Hein, quand on est con, on dit on est con. Hein. J'essaie de limiter. J'essaie de vraiment limiter et de chercher les angles, chercher les fermetures, et comme petite astuce pour gagner sur la table. Au niveau de la répartition, la pratique sur table et l'entraînement avec des charges. 50-50 ou qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là, toi? Alors, quand on répartit les entraînements, où je suis vraiment étonné de voir des gens qui s'entraînent, ils ne répartissent pas l'entraînement comme il faut. Pour moi, l'entraînement de table, on doit faire un vendredi ou un jeudi de la semaine. Pourquoi? Parce qu'on a tous un travail, on travaille peut-être, il y a des gens qui travaillent physiquement, donc sur chantier, ouais. Après il y a des gens qui travaillent dans les bureaux, donc ça c'est autre chose. Et la plupart du temps, quand on fait un travail, le plus difficile, c'est de travailler sur table. Donc le sparring, c'est là qu'on s'abîme le plus. C'est pas avec les charges. Parce que les charges, quand on les soulève, on soulève dans un sens, on n'a pas des contraintes dans tous les côtés. Ouais, c'est plus contrôlable. Ouais. Voilà, c'est plus contrôlable, même si on soulève lourd. Bien sûr. Hein. Et donc il faut répartir, faire un entraînement de bras de fer une fois par semaine, pas plus, et de pouvoir récupérer derrière au moins 2 jours. Parce que tout le monde sait qui font un petit peu de sport et qui regardent les méthodes. Quand on fait la table et on s'entraîne avec des gens qui sont plus forts que nous, ben on va faire de l'excentrique. Exact, c'est ça. Donc, quand on regarde les jeunes aujourd'hui, ils viennent à la salle, qu'est-ce qui se passe le vendredi? Ils font de l'excentrique pendant 2 heures. Ils perdent pendant 2 heures. C'est traumatisant l'excentrique, c'est ça. C'est très traumatisant. C'est comme si on disait à quelqu'un qui est au développé couché, Ouais. tu peux soulever ça, mais je vais te mettre 120, bien. Oups, ça descend. Plus que le max, tout le temps en échec. Voilà, tu es tout le temps en échec. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on est en excentrique, il faut 72 heures de récupération musculaire. Je ne parle même pas des tendons, mais musculaire, pour pouvoir s'entraîner. Si on s'entraîne le jeudi ou le vendredi, on a 3 jours parce qu'on s'entraîne le soir, 3 jours de récup, et on peut recommencer la semaine d'entraînement. Et une fois par semaine, pas plus. D'accord. Alors, si on fait plus, pour moi, on ne travaille pas avec les haltères. Donc on change vraiment sa façon de s'entraîner, de méthode d'entraînement dans ce cas-là. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut faire de la table avec des adversaires, s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, mais entre-temps, je ne touche pas d'haltères. Ouais, récup. Récupération. Et comme vous avez déjà interrogé, il y a des gens qui ont écouté Kostalinov la dernière fois, ouais. Quand il a dit qu'il travaillait toujours lourd et tous les jours, c'est impossible. C'est impossible. Bon, pour moi, je vous dis qu'il ne faut pas toujours écouter les gens ce qu'ils disent, c'est parce que en fait, c'est illogique. Ouais, ça va à l'encontre du corps humain. Hein. Exactement. On ne peut pas. Alors, ou il n'est pas à 100%, mais il pense qu'il est à 100%, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il nous faut, quand on fait de l'excentrique, concentrique, l'isométrique, la seule chose qu'on peut faire tous les jours, c'est de l'isométrique. Le corps, il récupère en 24 heures. Ouais, mais en fait,
tu restes sur une base, voilà, une bonne fois ta table en fin de semaine. Et donc le reste de la semaine, plus avec des charges, tu fais comment? Tu fais par muscle? Exactement. Par muscle, voilà. Par muscle. C'est-à-dire que tu découpes le haut de ton corps. Il faut découper vraiment les muscles, c'est-à-dire biceps, l'avant-bras, poignet, et le reste, je n'en parle pas. Ça, c'est un travail à côté. C'est-à-dire que je fais un petit peu de développé couché, je fais dos, je fais les épaules, mais ça ne rentre pas dans mon entraînement de bras de fer. D'accord. Ces exercices-là, ça vient toujours à la fin de séance. Ouais, d'accord. Tous les jours, je fais un petit peu d'épaule, de dos, de développé couché, mais c'est vraiment vers la fin. Il faut vraiment focaliser sur le poignet, l'avant-bras, donc poussée latérale, en même temps du tirage. Toutes ces choses-là, il faut le séparer. Lundi, on fait ça, on travaille à l'extérieur. Chez moi, c'est toujours. Lundi, je travaille à l'extérieur, tout ce qui est mouvement d'extérieur, mais je ne fais pas d'intérieur. Le mardi, je fais l'intérieur, je ne fais pas d'extérieur. Le mercredi, je vais isoler l'avant-bras. C'est-à-dire, quand on isole l'avant-bras, c'est qu'on travaille sur une poulie, mais on ne fait pas de poussée, on ne fait pas de tirage, mais on bloque le poignet et on travaille isolé. On bloque sur la jambe et on travaille isolé. C'est-à-dire que les flexions. C'est les flexions. Au poignet. Voilà pourquoi. Parce que quand j'ai tiré déjà lundi et j'ai tiré déjà mardi à l'intérieur, tout ce qui est biceps, triceps et les rotateurs, ils sont déjà assez abîmés. Donc là, je vais juste isoler les avant-bras pour que ça vraiment travaille l'avant-bras, parce que c'est un des éléments les plus importants. Concernant la séance que tu fais sur table, comment est-ce que tu vas découper cette séance, sachant que tu ne fais qu'une séance de table et que bien sûr tu ne vas pas délaisser une technique par rapport à une autre. Tu as bien sûr une technique favorite, c'est ta technique, c'est ton mouvement, mais tu dois aussi te renforcer sur d'autres mouvements. Alors, j'ai de la chance depuis quelques années maintenant que nous sommes plusieurs dans le club. Il y a plusieurs mains. Je n'adapte pas mon entraînement par rapport à une idée comme je viens, mais c'est selon avec qui je tire que je vais me placer pour pouvoir passer ma technique. Si je tire contre une personne qui tire extérieur, pur extérieur, je vais faire une chose que je ne ferai pas contre l'autre qui tire intérieur. Oui, tu t'adaptes. Je m'adapte. Donc c'est cette adaptation-là que je recherche tout le temps. C'est vraiment mes adversaires qui me donnent. Parce que voilà, tu as le choix, tu as pas mal de gens avec toi en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment important. Parce que quand on tire avec une ou deux personnes en face de soi, on s'adapte à cette personne-là. Et c'est compliqué de dire que je vais mettre les élastiques et je vais tirer pour que je mette de la force. Ou alors à deux mains. C'est pas pareil qu'avoir plein d'opposants. Voilà. Après, bien sûr, on gagne la force en faisant ça, mais on perd au niveau de... On a moins d'adaptation, on est moins réactif quand on va tomber sur des personnes nouvelles. C'est ça. Et c'est vachement important du coup de tester un maximum d'adversaires. Oui. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir différentes sensations et qu'on va changer son jeu et essayer sans cesse de s'adapter. Si on prend quelqu'un qui fait de la boxe et qui va taper sur le sac, il va faire des performances au niveau de rapidité et tout ça, et une fois qu'on balance dans le ring, eh ben, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc le bras de fer, c'est exactement ça. C'est que soulever des haltères lourds, c'est très bien. On sait que quelqu'un qui soulève 50 kg biceps et qui soulève 30 ou 20, il y a une notion de force. Ça reste physique. Voilà. Et donc, il faut soulever des charges, mais la table et la manière qu'on positionne sa main, c'est le plus important. Ouais. C'est vraiment le plus important, parce que ça reste un combat. Il faut savoir combattre, c'est ça. Voilà.
Entre deux personnes qui soulèvent la même charge, qui font presque, parce que quand on arrive au haut niveau, on est à peu près tous. Ouais. On arrive à faire les mêmes performances sur les exercices, à peu de choses près. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ben, c'est justement cette adaptation, ou la rapidité, l'explosivité, la façon qu'on se positionne, la façon qu'on triche. On dit toujours tricher, mais ce n'est pas tricher, c'est de s'adapter à l'autre. Ouais, ouais, ouais. C'est des techniques en fait. On joue avec les règles voilà, et on ça. s'adapte. C'est ça. Pas de la triche. Hein. C'est ça. Et du coup, on s'adresse aussi à des débutants en bras de fer. On sait que tu es entraîneur et depuis longtemps. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui commencent le bras de fer? Première chose que je conseille à chaque fois qu'il y a un nouveau qui arrive chez nous, forcer le moins possible, qui est le plus difficile. Surtout pour les débutants. Surtout qui pour viennent les se débutants. tester. Parce qu'ils ont vraiment envie de mettre le max et tout le temps. Ouais. Voilà. Donc, moi, personnellement, quand il y a un débutant qui arrive, je ne le bats pas pendant un moment. Pendant 2-3 mois, je le fais. Ils pensent peut-être qu'ils pourront même me gagner, parce que je ne combats pas avec eux. Ouais. Hein? Je les laisse gagner, je leur montre le mouvement, et c'est vraiment ça qu'il faut à chaque personne qui a un club, aux débutants. Quand on est plus fort, c'est de pas de montrer qu'on est plus fort, mais c'est bien évidemment qu'on est plus fort, c'est complètement con. Hein? Il y a personne qui arrive, il peut être l'homme le plus fort du monde, il arrive dans un club de bras de fer, il va se faire coucher. C'est comme ça. Déjà, tu vas apprendre comment il faut faire. Donc, les postures gestuelles, être Exactement. Exactement. Et une fois qu'on a la technique, ben, après, on peut commencer à travailler sur la force et tout ça. Mais d'abord les gestes. Il y a des gens qui tirent dans le nord de la France depuis 10 ans. Quand il arrive à table, il est en train de piétonner comme ça, ils ne savent même pas où placer les jambes. Mais, tout simplement parce qu'il y a personne qui leur a dit, mais attends, ta jambe, il faut qu'il soit là, là et là, essaye comme ça, et c'est comme ça marche. Parce que tout le gestuel du bras de fer part de la jambe. Ah oui, ça c'est super important, ouais, bien sûr, la stabilité du corps pour pouvoir forcer de manière efficace. Pour pouvoir utiliser sa force aussi. Voilà, pour pouvoir utiliser sa force. Si on n'est pas stable sur les jambes, ben... Ouais. Garde ta poignée, Bobby. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Pense sur les doigts, pense sur les doigts. Avant que tu commences, pense sur les deux doigts. Et qu'est-ce que tu pourrais, en fait, c'est aussi quelque chose qui revient assez souvent chez les débutants, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller au niveau des douleurs? Parce que justement, comme tu as dit, ils ont tendance à vouloir trop forcer et tout le temps. Oui. Il y a des douleurs. Alors, un des plus gros problèmes dans notre sport, bah, ça effraie les gens. Ça effraie les gens, et je le sais que ça effraie les gens parce que je suis passé par là. J'avais des douleurs sur le côté du bras, des inflammations du coude, du poignet, de l'épaule. Je ne pouvais même pas porter un sac de ciment. Je suis maçon, hein, donc il faut porter un sac de ciment, il faut porter les aglos. Je ne pouvais pas. J'ai appelé des gens pour dire, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est normal, c'est pas normal? Pour ça, quand on veut faire du bras de fer, la première chose, c'est qu'on regarde, est-ce qu'on a un club? Oui, pour être encadré. Pour être encadré, pour que la personne qui vous encadre, qui vous explique que voilà, ça c'est normal, que vous avez des douleurs ici, pourquoi et comment, je ne vais pas tout expliquer ici. Ces douleurs-là, au bout d'un moment, ils passent. Oui. On a toujours des douleurs, il ne faut pas dire aux gens, oui, non, mais on a toujours des douleurs, mais on n'a pas les douleurs de débutants. Et le pire, c'est les douleurs de débutants. C'est quand on débute. En plus, tu n'y es pas habitué. C'est ça. Voilà. Ils sont vives, aigus, et ça joue sur le moral. Voilà, c'est vrai, les gens veulent s'entraîner. Exactement. Puis s'ils font d'autres sports ou le travail à côté, comme tu disais,
Ils peuvent plus en faire, quoi. Ils ne peuvent plus en faire. Et le truc le plus souvent qui arrive, c'est qu'un gars arrive dans notre salle, il vient faire du bras de fer, tu le prends le premier jour sur la table, tu lui dis vas-y, il est hyper fort. Tu le reprends avec 2 mois d'entraînement, il n'a plus rien. Ah oui, il est usé. Il n'a plus rien, et là, il se pose la question, mais oh attends, mais avant j'étais plus fort que ça. Ouais. Avant, tu n'avais pas toutes les inflammations que tu as maintenant. Donc tout ça, une fois que c'est parti, c'est là que tu vas faire du bras de fer. Il ne faut pas avoir peur, au bout d'un moment, ça part. Oui, oui, ça c'est clair, Voilà. bien sûr. On l'a vu sur C'est tout le monde, ça c'est part. passé chez tout le monde, ça. Voilà. Donc même si ça dure, vous êtes là, mais quand même, ça fait 4 mois que j'en peux plus, ça va passer. Mais peut-être qu'il faudrait regarder aussi l'alimentation. Les Voilà. inflammations, quand il y a l'équilibre acide, il n'est pas au top. Voilà. Là, c'est un autre travail. Beaucoup Mais- boire, hein. C'est ça. c'est clair que Oui. quand je vois des mecs qui boivent même pas 1 litre d'eau alors qu'ils pèsent 100 kg, C'est ça. dans notre sport, c'est pas possible. Oui, il faut énormément de boire, manger moins de viande. Ouais, Parce que les viandes, ça s'enflamme, ouais, ça favorise l'inflammation. ça favorise l'inflammation. Donc, quand on dit à quelqu'un manger moins de viande qu'on fait du sport de sport, ça a l'air d'être un peu con. Manger des œufs. Voilà. Mais il faut manger les protéines, mais pas en viande. Il faut être- Parle-nous justement, tu avais beaucoup de douleurs au niveau de tes bras et tu as fait un travail assez long et assez Oui. extraordinaire pour réussir à corriger une posture et surtout à corriger des angles qui sont nécessaires en bras de fer et sur lesquels tu étais assez bloqué parce que le corps s'était habitué à ça. Oui. Alors, ça c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Pendant plusieurs années, j'ai pensé que j'avais un cal à l'intérieur de mon bras. Alors que c'est pas vrai. Donc pour ceux qui, les débutants, c'est une cale, c'est une cale osseuse. C'est un cal osseux C'est que l'os qui se j'ai déforme. voilà, dans ce Et sens. l'articulation Qui est bloquée. empêche de pouvoir tendre le... C'est l'os de l'articulation en fait qui se déforme. Ouais. Voilà. Et pendant des années, moi personnellement, j'ai pensé que je ne pouvais pas fermer le bras plus à cause d'une caille. Et réellement, je n'arrivais pas à fermer. Parce que je m'appuyais dessus, ça ne se fermait pas. Et avec des étirements, énormément d'étirements, relâchement des muscles, j'ai réussi à fermer mon bras et gagner en longueur. Ça y est, donc ça Ça t'a y est. mis combien de temps? Un an. Et tu fais combien d'étirements par semaine pour Je ne compte pas parce que je fais tout le temps. tout le temps? Bon, ben, le maximum en fait, tu Voilà. t'étires et en un an, tu auras quand même réussi à, Voilà. à réduire ton angle. C'est ça. Il y a quand même un travail qui a été. Et aujourd'hui, je ressens, je soulève peut-être moins de charges avec des haltères, mais je suis beaucoup plus efficace sur la table. Ouais, c'est ça. D'accord. avec un ongle fermé. Avec une angle fermée. Donc, c'est quand même énorme. Il faut savoir dans le bras de fer, tout ce qui est douleur de coude et douleur du poignet, c'est pas forcément vient du poignet et du coude. C'est impressionnant qu'on essaye de soigner une chose et que ce n'est pas ça le problème. Mon problème depuis le début que j'avais, c'était mon épaule. En soignant mon épaule, mon coude va beaucoup mieux et mon poignet va beaucoup mieux. D'accord. Après, c'est les chaînes. Et c'est les nerfs. Exactement. Donc, Exactement. C'est-à-dire que il faut faire un équilibrage de l'épaule pour pouvoir bien utiliser ton coude et le poignet. Si ton épaule n'est pas assez équilibrée, tu ne peux pas pousser, tu ne peux pas utiliser la flexion, alors qu'on dit que pour faire ce mouvement-là, j'ai besoin de ces muscles ici. il y en a Bien besoin, évidemment. Mais il faut derrière. Si mon épaule ne fonctionne pas,
c'est ça. C'est musclé. La connexion dans les pourris, c'est ça en fait. Faut la chaîne complète, sinon s'il y a manque un maillon. Voilà. Et cette maillon-là, l'épaule est plus important que tout le reste. Ouais. Il y a même un champion qui est russe, il était plusieurs fois, 5 ou 6 fois champion du monde. À l'époque, j'ai regardé une vidéo de lui, il y a 5-6 ans, et il a montré son entraînement. Et son entraînement, il était focalisé sur l'épaule. À l'époque, quand j'étais un petit peu... je regardais ça, je disais, mais il est complètement con, moi. Il tire pas, il ne soulève pas d'haltère, il parle tout le temps de son épaule, il fait des mouvements d'épaule et machin. Donc aujourd'hui, j'ai compris. D'accord. Plusieurs années après, quand il parlait de ça, c'est un pur intérieur. Hein. Il a démonté une Interzi comme du beurre, comme moi un peu. Donc, les épaules sont très très importantes. Et le truc, c'est que, ça je dis aux gens qui sont avancés dans le bras de fer, c'est qu'on ne le sent pas. Tant qu'on a notre épaule qui va bien, ben, on ne le sent pas comment il est important la mobilité de l'épaule. Mais dès qu'il y a le petit blessure qui vient au niveau des On épaules, voit qu'il n'y a plus rien nulle part. il n'y a plus rien. Et pour chercher à dire que ça ne vient pas de mon poignet, ça ne vient pas de mon coude, même si j'ai un câble, moi, ce n'est pas mon coude qui est malade, c'est mon épaule qui est malade. Et ça, il fallait du temps pour que j'arrive à trouver la solution, comment je règle ce problème. Ok. Pour finir, on peut juste parler brièvement tes projets futurs au niveau sportif, ton retour. Oui. Est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu t'entraînes? Ah, je suis toujours motivé. Ça, on le sait. C'est beau. Moi, j'ai toujours été motivé, malgré tout ce qui s'est passé avec moi. Moi, je ne parle plus dans les détails. Mon retour, je le vois. Est-ce que je reviens au championnat du monde de la WAF? Je reviens au championnat du monde de l'IFA, maintenant qu'il y a 2 fédérations. Ouais. Pour le moment, je suis à 50-50. C'est-à-dire que j'aimerais bien revenir à la WAF et reprendre mon titre et d'aller jouer avec les jeunes. Ouais. C'est mon objectif. D'accord. C'est pas vraiment les masters. Les masters, je le fais parce que... tu le fais. Voilà, bien sûr, c'est mon âge. Quoi. Ouais, c'est ta carrière. Talent, j'y vais chez les seniors. Voilà, j'aimerais bien faire chez les seniors. Mais pour le moment, j'ai 1 an, donc on verra. On verra, est-ce que j'y vais d'un côté, j'y vais de l'autre. Voilà. Mais plus j'irai quand même plus vers la WAF pour un petit peu prendre mon revanche, quoi. Ok, donc toujours motivé, toujours dans les entraînements. Ah, toujours. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Merci beaucoup, Joseph. Ben, avec plaisir. Merci. Merci à toi, Alain, et l'année prochaine. L'année prochaine, hein, l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? La revanche. En toute catégorie. Hein? Je vais vous faire. Eh ben, avec plaisir. Avec plaisir, ouais. L'année prochaine. Les gros t'attendent. Voilà, moi j'ai déjà dit les gros. L'année prochaine, il est dans ma catégorie, quoi. Ouais, c'est cool. Ben, ça te donne du temps. Voilà. C'est la motivation. C'est la motivation.